Autour de midi avec Karim Benamour. 11h40 sur Radio Tunisien International. Nous recevons Monsieur Rachid Tmar, qui est le secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Bonjour. Bonjour Karim. Alors Monsieur Tmar, vous avez fait une conférence de presse récemment, dans lequel en fait c'est un colloque, c'était le 13 février dernier, un colloque sur la responsabilité pénale des dirigeants sociaux et du commissaire aux comptes. Et là, l'état des lieux qui a été fait par M. Raouf Khorbel, le président de ce Conseil national de l'Ordre des experts comptables en Tunisie, il a évoqué un malaise, le malaise que vivent les commissaires aux comptes par l'effet de l'obligation d'informer le ministère public des erreurs et fraudes dont ils pourraient être au courant lors de l'exercice de leur métier. Oui. Alors, justement, c'est très... ce qu'on sait quand on connaît un petit peu le métier, c'est que un expert comptable, finalement, c'est quoi? Un expert comptable vient, accompagne une entreprise, mais ne vit pas avec cette entreprise. Comment est-ce qu'un expert comptable peut être au courant alors que en général il vient, il fait une mission pour préparer son audit, pour préparer l'aval du compte, des états financiers, voilà, je cherche mes mots, et en général la mission dure des fois une semaine, des fois 2 semaines, des fois 1 mois, des fois 2 mois, ça dépend de la mission, mais jamais pendant les 365 jours de l'année. C'est ça, clair. En fait, il faut premièrement distinguer pour le public entre la notion d'expert comptable et la notion de commissaire aux comptes. Voilà. En fait, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui a plusieurs chapeaux. Il est usuellement connu pour être le conseiller de l'entreprise. On l'appelle même, c'est le médecin de l'entreprise en matière de gestion et de finances. On a pas mal de confrères sur les 900 confrères qui ne font que du conseil. Il est son conseiller dans les domaines fiscal, juridique, financier, comptable, etc. Et en dehors de sa mission d'advisory, il est auditeur. Et lorsqu'on parle d'auditeur, il y a plusieurs catégories d'auditeurs. Il y a le commissaire aux comptes au sens de la réglementation tunisienne, le code des sociétés commerciales. C'est l'audit légal et non contractuel pour toutes les sociétés qui sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes. Et la plupart sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, à part les petites entreprises qui n'atteignent pas un plafond. Et il est aussi auditeur contractuel, même s'il n'est pas nommé par l'Assemblée, contractuellement avec le PDG ou le conseil d'administration ou même une banque. Et il est aussi auditeur d'entreprises publiques. Il est commissaire aux comptes, on l'appelle à ce moment-là réviseur. Et à chaque mission, il y a justement un nom spécifique. Alors, si on ne parle que du commissaire aux comptes, je vous dirais que le commissaire aux comptes, d'après la loi, d'après le code des sociétés commerciales, a une mission permanente. Ça ne veut pas dire qu'il va apporter son lit et passer tout le temps là-bas, mais ça veut dire qu'il a l'œil de Moscou continuellement sur cette société. Il est en train de contrôler l'entreprise au niveau non pas de sa gestion, parce qu'il ne s'immisce jamais dans la gestion, mais au niveau des comptes. Et c'est pour cette raison que l'article 270 lui demande de révéler les fraudes, tout ce qu'on appelle les faits délictueux. Pourquoi on ne dit pas délit, on dit fait délictueux? Parce qu'il n'est pas tenu de qualifier le délit. C'est au procureur de la République de le faire, et puis par la suite au juge d'instruction de l'approuver. Donc, et en général, c'est ce qu'on trouve au niveau des états financiers lorsqu'ils sont présentés, parce que les états financiers sont normalement certifiés par le commissaire aux comptes. Et justement, le commissaire aux comptes, mais à chaque fois rajoute des remarques, des réserves, des réserves. En fait, le commissaire aux comptes a 3 façons d'exprimer son opinion. En fait, ce n'est qu'une opinion. Il n'impose rien du tout. Il est mandaté par l'Assemblée, mais ce n'est pas un simple mandat aux yeux du code des obligations de contrat. C'est une institution juridique. Il y a beaucoup d'implications pour ce commissaire aux comptes. Alors, ce commissaire aux comptes, il peut soit donner un avis clean, c'est-à-dire aucune réserve, il dit que tout est bon, selon les normes d'audit de l'IFAC, soit dire que c'est bon, mais il y a certaines réserves qui n'ont pas d'incidence significative à tel point qu'on va refuser les comptes, soit qu'il rejette les comptes. Et il y a une 4e opinion que nous n'avons pas le droit d'utiliser, c'est ne pas donner un avis. Dans les pays anglo-saxons, on peut ne pas donner un avis. Chez nous, il faut donner un avis. Soit le refus, soit l'acceptation avec réserve.
Alors, si ça existe, où est le problème alors? Alors le problème, je vais vous l'expliquer. Il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est que, vous savez très bien, Karim, que nous héritons de la réglementation française pratiquement 90% de nos lois. Oui, il y a une législation française qui entre-temps a évolué en France, mais qui n'a pas évolué chez nous en fait. Pire encore, c'est que il y a une législation française qui n'a pas évolué du tout et que nous suivons alors que tous les pays du monde ont évolué. D'accord. Je cite le cas, là où le bas blesse, je cite le cas de la révélation des faits délictueux au procureur de la République. Ce n'est qu'en France et qu'en Tunisie, le commissaire aux comptes doit révéler. Alors que d'après notre benchmarking, dans les autres pays du monde, il n'y a pas dans les pays anglo-saxons, alors là, il n'y a pas du tout ça. Pourquoi? Bien en fait, parce que nous ne sommes pas des rapporteurs, nous. Nous sommes des gens qui donnent leur avis sur les comptes. Point à la ligne. Et la révélation, s'il y a révélation à faire, on l'a fait à qui? À celui qui nous a mandaté, c'est-à-dire l'Assemblée. Il n'y a pas de raison pour qu'aller au procureur de la République lui dire, monsieur, voilà, il y a le caissier a fait une fraude ou le magasinier a volé une pièce. Parce qu'en fait, si nous révélons à l'Assemblée, l'Assemblée va donner des instructions au conseil d'administration, déjà le conseil est au courant, parce que on lui fait part de notre projet de rapport avant même qu'on passe à l'Assemblée. On se met d'accord, parce que c'est le conseil qui arrête les comptes. Et nous certifions ou nous ne certifions pas ces comptes. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous? Et c'est ça le malaise dont je peux tu tutoyer? Oui, bien sûr. Dans le malaise dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que lorsqu'on révèle, considérant que c'est un fait délictueux, et d'après le procureur, il s'avère que, à la limite, c'est pas très grave. Et nous ne savons pas ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Nous, en gros, tout ce qu'on trouve, par mesure de sécurité et de prudence, nous donnons tout au procureur. Le procureur peut classer le dossier. Et lorsqu'il classe le dossier, alors le monsieur qui est l'objet de cette révélation peut se retourner contre le commissaire de compte pour dénonciation calomnieuse. Et nous avons pas mal de confrères qui sont devant les tribunaux à cause de ça. Et il peut même aussi, s'il a été renvoyé par son entreprise, oui, pour dommage intérêt, etc., etc. Pour faute professionnelle grave, justement, Voilà. Dire, voilà, non, il n'y a aucune faute. Donc tu vois bien que c'est un grand malaise pour nous. Nous, on est là pour donner les avis, on est là pour conseiller l'Assemblée, pour lui dire, vous pouvez approuver les comptes. Vous et pouvez ça empêche même un règlement à l'amiable, en fait, entre l'entreprise et son employé, en fait. Il n'y a pas de règlement amiable. À partir du moment où on reproche à quelqu'un d'avoir fraudé, d'ailleurs, dans la pratique, lorsqu'un caissier fraude, le PDG lui dit, remets l'argent et va-t'en, sinon ça va barder. C'est ça. Parce qu'un jeune, par exemple, on ne va pas le mettre en prison pour 10 ans. C'est pas comme ça. C'est ça ce que je dis à l'amiable, en fait. Voilà. C'est le fait de ne pas, justement, que ça reste entre l'entreprise et son futur ex-employé et que ça soit pas, ça ne tourne pas au niveau de la justice. C'est-à-dire que ça ne devienne pas une procédure pénale, quoi. Et le commissaire de compte se trouve dans cet engrenage. Ouais. C'est un malaise ou pas? C'est un malaise. L'autre aspect, c'est que nous, en tant que commissaire de compte, lorsqu'on donne un avis, on donne un avis sur la base de normes professionnelles universelles. Nous sommes parmi les meilleurs pays qui ont été membres et qui continuent à être membres de l'IFAC, qui est la grande instance issue de l'ONU, qui nous donne des normes d'audit. Comment auditer? D'accord. Lorsqu'on audite, on audite sur la base de sondages, sur la base de seuil de signification, sur certaines normes que les confrères connaissent parfaitement. Il se trouve que lorsque on reproche à un commissaire de compte de n'avoir pas fait correctement son travail, qui va le juger? C'est le juge d'instruction. Il y a, par exemple, un client lui dit, vous n'êtes pas en train de faire votre travail. Généralement, ça se fait entre actionnaires. Vous avez un groupe d'actionnaires qui n'est pas du tout d'accord avec l'autre groupe d'actionnaires et il considère que le commissaire de compte était du côté d'un des groupes. Alors que ce n'est pas vrai, le commissaire de compte, parmi ses qualités, c'est la neutralité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils intentent une action pénale contre le commissaire de compte pour confirmation d'informations mensongères. Et ça, c'est 5 ans de prison, hein, confirmation d'informations mensongères. Alors, le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il fait? Il va recueillir les avis des uns et des autres, et il va arrêter, c'est-à-dire sa note qui le concerne, à savoir infliger le monsieur de la faute ou pas. Mais est-ce que le juge d'instruction connaît parfaitement la loi, connaît parfaitement... c'est pas son domaine, le domaine de l'audit, c'est pas du tout son domaine. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait appel à un expert judiciaire. Ce que nous préconisons, nous, c'est qu'il y ait une instance, même nationale s'il le faut, composée par de techniciens en la matière, comme au niveau des médecins par exemple, qui dit ça c'est une faute, réellement une faute. Il faut éviter peut-être qu'il y ait des copinages. Hein. Ça c'est réellement une faute. Et sur la base de cet avis
qui n'est qu'un avis consultatif. Le juge d'instruction peut avoir une idée très neutre et exhaustive émanant de gens qui sont les mieux réputés être d'une réputation inéluctable dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas le cas. Alors on constate que par moment, et on a eu des cas, je peux citer au maximum, durant 30 ans, on a une dizaine de cas, pas plus, hein, de ce genre-là. Sur 900 personnes, sur 30 ans de vie, on a 10 cas, donc c'est pas grave. Ces juges d'instruction, ils peuvent même demander, et ça je l'ai vu, hein, ils peuvent demander à un commissaire de compte, pourquoi vous n'avez pas vu cette facture? Alors que cette facture est la pierre angulaire de la chose. Le commissaire de compte ne voit pas toutes les factures. Le commissaire de compte, il fait des sondages, il fait les méthodes 20-80, il essaie de donner un avis à 95%. D'ailleurs, on parle d'image fidèle, on ne parle pas d'exactitude, parce qu'en fait, il n'y a pas d'exactitude. L'exactitude, ça n'existe pas. Pour moi, si je suis commissaire de compte de la STEG, une erreur de 100 millions ne vaut rien du tout. Chez un épicier, une erreur de 100 dinars, elle vaut beaucoup de choses. Donc tout est relatif. Ça, c'est un deuxième malaise à ce niveau-là. Et je peux vous en citer énormément. Je n'accapare pas le dialogue. Justement, alors, Monsieur Khaïs Kabi, Monsieur Chitmar, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, c'est changer la loi, tout simplement. Comment? Alors, nous avons justement, le ministre des Finances a eu l'idée de nous grouper, nous, les professionnels de la comptabilité, c'est-à-dire les experts comptables, les comptables, parce qu'il y a une compagnie de comptables et un ordre d'experts comptables, même les fiscalistes, tous ceux qui sont proches de près ou de loin de l'entreprise. Et ils nous ont dit, nous par exemple, nous avons déjà depuis 2 ans un projet de réforme de la loi qui n'a pas encore abouti. Alors on a profité de l'occasion pour constituer tout un groupe qui a déjà terminé son travail. Il y a même un projet de réforme qui est sur le bureau du ministre et que nous sommes en train de discuter avec les pouvoirs. Ce projet a pour finalité premièrement, d'organiser la profession, parce que lorsqu'on dit par exemple dépénalisation, ça ne veut pas dire qu'on veut éluder à nos devoirs. Bien au contraire, lorsqu'on parle de loi de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme, nous sommes là pour révéler, il faut révéler. Mais je dirais qu'il y a des cas où c'est très grave, il faut révéler, il y a des cas, il n'y a pas de raison pour que lorsque le caissier fraude, je dois aller au procureur de la République. Dans ces textes-là, il y a une tendance qui va exactement avec la tendance universelle, celle de dépénaliser. Je vous donne une idée, Karim, sur l'Allemagne, par exemple. 80% de la loi en Allemagne a une pénalisation pécuniaire et non corporelle, privative de liberté. Alors que ce n'est pas le cas pour nous. Je ne vois pas pourquoi on va mettre en prison un commissaire de compte parce qu'il n'a pas révélé au procureur de la République un fait délictueux, alors que sa mission n'est pas de révéler. Sa mission, c'est plutôt de donner un avis. Et on a l'impression que le législateur, à chaque fois où il y a quelque chose qui touche à l'entreprise, qui nécessite un contrôle, on se rappelle qu'il y a un commissaire de compte. Alors on lui met le maximum. Avec le temps, on s'est trouvé avec une armada de diligences qui sont spécifiques et qui n'ont rien à voir avec l'audit. C'est pour cette raison que dans ce projet de loi, on demande à dépénaliser, conformément à la tendance universelle, pour que s'il y a pénalisation, la pénalisation ne peut être que pécuniaire et non corporelle. Aussi, s'il y a nécessité d'avoir une révélation, cette révélation devrait être faite à l'Assemblée et non pas au procureur. Et s'il y a révélation au procureur, il ne faut pas à chaque fois où il y a une petite erreur, on va aller directement au procureur. Il faut qu'on se mette d'accord exactement qu'est-ce qu'il faut révéler, qu'est-ce qu'il ne faut pas révéler. Et pour là, on a une norme locale, qui est la norme numéro 10 de l'ordre des experts comptables, qui passe outre les petites corrections, surtout lorsque ces corrections ne sont pas significatives et qu'elles aient été régularisées. L'autre aspect qui est non moins important, c'est celui de la relation avec les juges. Il faut que les juges comprennent notre travail. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, ils nous tendent les mains. Hein. Dans ce colloque-là, on a reçu pas mal de juges, et on a discuté ensemble, et eux-mêmes, ils savent que ce malaise existe. Et ils sont même un peu gênés par cela. Et donc, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, il faut qu'on trouve des cercles de dialogue pour qu'ils comprennent exactement comment on fait, quelles sont les normes. Par exemple, pour les médecins, ils ont des normes professionnelles qui constituent des arrêtés et qui peuvent constituer d'une preuve pour le procureur de la République ou pour le juge d'instruction comme étant de preuve pour dire « j'ai respecté cette norme, vous n'avez pas à me juger ». Ce qui n'est pas le cas pour nous. Nos normes sont des normes professionnelles à l'échelle internationale
et toutes les normes internationales sont approuvées par l'ordre des experts comptables tunisiens, mais elles n'ont aucune valeur. Et ce n'est qu'un début de preuve, mais n'ont aucune valeur textuelle, comme étant un texte juridique que le juge d'instruction doit en tenir compte. Voilà, grosso modo. Voilà, d'après vous, en 2 minutes, est-ce qu'il y a des chances que cette loi change? Est-ce que il y a une chance que ça aboutisse? Et en combien de temps? Vous savez, la vie, c'est un combat continuel, n'est-ce pas? Et vous le savez plus que moi. C'est clair. Et il faut jamais baisser les bras. Certains considèrent qu'il y a énormément de risques dans cette profession, qu'il faut la quitter. Et vous savez très bien, s'il n'y aura plus d'experts comptables dans le pays, c'est comme s'il n'y aura plus de médecins pour notre santé. Et donc, il faut jamais quitter, parce que c'est un beau métier. Moi, j'ai 40 ans dans ce métier, je vous assure, et je le dis pour les jeunes, c'est un très beau métier. On apprend beaucoup de choses dans ce métier, et on sent qu'on est utile. Surtout qu'un expert comptable, pour le devenir, il lui faut bac plus 8. Donc, c'est quand même des gens, des élites du pays qui doivent contribuer au développement de ce pays, surtout dans une période de crise comme celle-ci. Il faut se battre, il faut dialoguer, il faut continuer, il faut jamais baisser les bras, il faut être tenace, militant, et on aboutira. Notre loi actuelle date de 1988. Nous sommes en 2016, il est temps pour la nettoyer. Et il vous faut beaucoup de travail de communication en fait, voilà, la première des choses à faire. Ça, alors tendez-nous le bras. Merci beaucoup, monsieur Chitmar. Je vous rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Voilà, on a compris un petit peu le malaise de la profession. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça, c'est un bon pas. Exactement. Hein. L'écoute, c'est une des premières des thérapies. Moitié du résultat. Voilà, et on espère que ça va s'arranger. Merci. Merci beaucoup, vous écoutez RTCI, je vous rappelle